Comment vous sentez-vous? Je ne suis pas au bord du burn-out. Tout va bien. Je gère. Bon, moi, pour quand même connaître un peu le Palais Bourbon depuis pas mal de temps, je pense que dans toutes les législatures, les choses se passent de la même manière. Hein. C'est-à-dire qu'on a des temps forts et des temps un peu plus en creux. Là, par exemple, en début d'année, sur janvier, février, mars, il n'y avait pas tant de textes que ça qui étaient à l'examen. Et puis là, ça s'est précipité depuis avril, mais après, c'est tout le temps comme ça. Est-ce que vous considérez comme d'autres que le gouvernement a mal organisé Oui, ça sûrement. Sûrement. Vous l'expliquez aussi parce que voilà, ça fait qu'un an. Non, mais parce qu'après, le gouvernement fait aussi en fonction... Parce qu'un texte de loi, un projet de loi, avant qu'il arrive devant le Parlement, il part au Conseil d'État, il est examiné par les uns et par les autres, donc il y a des impératifs que l'on peut comprendre. Bon, après, effectivement, moi je trouve que pour le coup, la session parlementaire a été très mal organisée. Mais vous sentez bien. C'est vrai, vous savez moi, oui, non, mais alors là-dessus, enfin, je veux dire, bon. Non, mais il faut arrêter le burn-out. Bon, je veux dire, je pense que les députés qui se plaignent n'ont jamais vraiment connu un travail difficile ou un travail de cadre même dans l'entreprise ou je sais pas quoi. Enfin voilà quoi. Donc non, faut. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un côté un peu indécent quoi, d'afficher ça. En tout cas, d'aller se plaindre là-dessus. Qu'on se plaigne que le travail est mal organisé, ça c'est vrai. Parce que moi-même, je regrette qu'on vote la loi dans ces conditions. D'accord. Et que, d'abord, ça ne donne pas une belle image du Parlement. Et que nos concitoyens ont du mal à comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est compliqué. Et donc, quand par exemple, moi je mets des vidéos, quand j'interviens dans l'hémicycle, par exemple sur la loi agricole, et qu'il n'y a que 80 députés ou une centaine de députés, tout le monde dit « Ah oui, mais pourquoi ils ne sont pas plus, etc. » Mais en fait, il faut se dire que... C'est toujours la même réflexion. Mais c'est pénible, parce qu'en fait, on stigmatise la démocratie, on stigmatise le Parlement, ce qui est idiot finalement. C'est un fonctionnement tout à fait logique. C'est un fonctionnement logique, parce que tout le monde ne peut pas être là à 2h du matin, parce qu'on n'est pas tous en même temps mobilisés ou mobilisables, que très souvent, quand nous, on est dans l'hémicycle, parce qu'on est comment vous dire, plus spécialiste sur ce texte, ce qui était le cas, moi, sur la loi agricole. Il y a des députés qui siègent dans les commissions, là où moi, je ne peux même pas être, parce que je suis dans l'hémicycle. Donc, on pourrait me reprocher de ne pas y être, d'ailleurs. Et puis, vous représentez votre groupe. Donc mais oui, et je suis spécialiste sur un sujet, je suis là. Le mec, il connaît strictement rien à l'agriculture. À quoi ça sert qu'il vienne dans l'hémicycle pour écouter les débats dans lesquels il n'est pas capable de comprendre ou de s'impliquer, enfin. Donc, je pense qu'il faut que nos concitoyens comprennent que on ne peut pas être 577 en permanence, c'est pas possible. Et ça n'aurait d'ailleurs pas intérêt, ça ne ferait pas avancer le chemin. Du coup, quel bilan vous dressez, vous, de votre première année au Palais Bourbon? C'est une année, comment dire, dense. D'observation ou... Ah non, je ne suis pas dans l'observation quand même. Non, je suis dans l'action. Enfin, il faut savoir observer, mais moi je suis plutôt quand même dans l'action. J'essaye vraiment de m'impliquer sur des sujets que je considère comme étant cruciaux pour le territoire. Nickel. Donc j'ai vraiment privilégié l'agriculture, le numérique, et puis tout ce qui était lié à la santé, quoi, en gros. Voilà. Parce que je crois qu'il faut surtout éviter de s'éparpiller. C'est-à-dire de dire, ah bah tiens, je vais déposer... des amendements sur tout, je vais être... je suis pas sûr qu'on ait intérêt à faire le Stakhanovitch, si vous voulez, de législatif, quoi. D'accord. Parce que quand on veut vraiment aller au fond des choses, c'est là où on est le plus efficace. Et je m'en suis vraiment rendu compte sur les deux sujets du numérique et de l'agriculture, où on peut faire avancer quand même les sujets. Vous étiez placé dans une position constructive à l'époque, non pas du groupe Les Constructifs, un républicain constructif, capable de voter pour et contre les projets du gouvernement. Avez-vous vraiment voté beaucoup de choses du gouvernement? Ouais. J'ai voté pas mal de choses. D'ailleurs, je suis à peu près sur un équilibre. Sur les votes solennels, je suis sur un équilibre entre les pour, les contre et les abstentions. Comme je m'y étais engagé. C'est-à-dire que vraiment, je vote, non pas d'ailleurs par rapport aux consignes de mon groupe, je vote en conscience et à chaque fois me posant la question, est-ce que c'est bon pour la France? Est-ce que c'est bon pour l'Orne? Et en fait, ce qui est très difficile, parce que quand on n'est pas parlementaire, finalement, on se dit « Oh, pourquoi il n'a pas voté pour? Pourquoi il n'a pas voté contre ?»
Mais en fait, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça quand on est devant ses responsabilités. Et que entre un vote, comment vous dire, un vote contre, parce qu'il y a des sujets sur lesquels on se dit ça va pas dans le bon sens. Mais il y a quand même une partie de la loi qui nous convient. Et le vote pour, qui est de dire si je dis pour à tout, il y a quand même une partie qui me dérange, et bien en fait, c'est des fois pas facile de placer son vote sur un sujet global. C'est pour ça, se tient. Exactement. Non mais oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que sur des sujets comme ça, parce que les projets de loi, c'est pas, on ne tranche pas sur une chose. On tranche sur plein de choses en fait. Il y a plusieurs articles dans un projet de loi. D'un vote. Et donc des fois, on peut avoir 2-3 articles qui nous conviennent, 2-3 qui nous conviennent pas, mais il faut quand même s'exprimer. Et donc c'est toujours ça qui est difficile en fait. Et c'est pour ça que quand j'ai des doutes, quand je me dis ça va pas assez loin, ce sujet-là qui est traité sur 2-3 articles, ça me convient pas. Par contre, sur cela, ça va dans le bon sens et plutôt pas mal. Et bien quand j'en suis là, et bien c'est vrai que à ce moment-là, je m'abstiens. Parce que je considère voilà, que on n'est ni pour ni contre. Voilà. Et j'attends la deuxième lecture, par exemple. On a parfois l'impression que vous êtes, vous, Jérôme Nury, mais surtout votre groupe, vous êtes un peu inaudible. C'est ce qui se passe aussi un peu au niveau national en ce moment au sein de votre parti, entre une lettre qui plaît à certains, pas à d'autres. D'ailleurs, je ne sais pas si elle vous plaît la lettre de Wauquiez. Ça m'intéresse pas tout ça. D'accord, enfin, mais non mais ça m'intéresse pas les républicains. C'est vrai qu'on a l'impression que vous êtes complètement, encore une fois, inaudible. La seule opposition que les gens entendent, c'est plutôt Mélenchon. Mais attends, que les choses soient claires. Je me suis jamais, comment vous dire, placé dans l'idée de me faire entendre pour être systématiquement contre. Je me suis toujours placé dans l'idée que les gens m'avaient fait confiance pour porter la parole de ce territoire et pour, une fois encore, ne pas être dépendant de consignes de vote de ma famille politique. Vous êtes encore libre aujourd'hui. Ah mais je suis, mais alors, d'une liberté, vous ne pouvez pas vous imaginer. Enfin, non mais d'ailleurs, je n'imagine pas de ne pas être libre. Donc, non, mais je suis très libre. Et vous dites que je ne suis pas audible. Moi, j'ai le sentiment qu'au niveau local... Votre groupe, ouais, mais bon, non, mais après, ce qui est à Paris est à Paris. Mais au niveau local, j'ai le sentiment que j'arrive à faire passer le message sur mon travail, sur ce que je fais, sur les dossiers qu'on peut faire avancer ensemble sur ce territoire. C'est un gros travail de pédagogie, ça. Ouais, mais c'est ce qu'on attend de nous aussi. Et si on ne le fait pas, c'est comme ça que justement, je pense, nos concitoyens tirent à boulet rouge sur les élus, qui sont tous pourris, qui ne font pas le job, qui sont absents. C'est un devoir de faire de la pédagogie. Après, on est d'accord ou pas d'accord sur ce que je vote, mais au moins, on ne peut pas dire que je ne tiens pas au courant les gens, quoi. Justement, vous parliez au niveau local, quels sont... vous, Palais Bourbon, qu'est-ce que l'Orne a gagné là, dans la première année, si tant est qu'on puisse y gagner, ou en tout cas des mesures qui ont été... je pense que l'Orne... C'est peut-être pas un travail visible d'ailleurs, c'est peut-être plutôt un travail de lobbying ou... Bien sûr, en fait on apporte son expérience, son vécu, on apporte aussi les rencontres que j'aime avoir sur le terrain et qui permettent de se forger une opinion et ensuite de les faire remonter. Et donc, j'essaye de porter cette voix, alors sur des sujets très concrets. Prenons la téléphonie mobile par exemple, prenons ces sujets-là, où je ne cesse là-dessus de faire partie des députés qui sont actifs pour porter un certain nombre d'amendements pour aller plus vite sur la téléphonie mobile, pour pousser le gouvernement, donc l'accord qu'il y a eu, je veux dire, on a été un certain nombre à pousser pour que ça puisse se faire, qu'enfin on privilégie l'aménagement du territoire et non pas les finances de l'État pour déployer des pylônes supplémentaires dans l'Orne. Vous pensez que sans vos interventions, enfin vous... Non mais attendez, je dis pas grâce à Jérôme Nury, il y a eu l'accord. C'est pas ce que je dis, mais est-ce que le gouvernement Majoubi, qui n'était pas dans cette optique... Non, c'est de Normandie en fait qui suit ça. C'est Julien de Normandie. En fait, on est un certain nombre de députés, oui, à avoir poussé le gouvernement à aller là-dedans. Et donc je pense que c'est la multiplication des voix dans ce sens qui, à un moment donné, permet à ce que ça accélère, à ce que le gouvernement sache que voilà, il y a des besoins sur nos territoires ruraux. Et puis après, de manière beaucoup plus concrète, là on a la loi Elan qui est actuellement en discussion au Parlement, sur lequel on a déposé un certain nombre d'amendements, soutenus par la Fédération française des télécoms, pour justement aller plus vite.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des procédures administratives sur la pose de pylônes qui sont beaucoup trop longues en France. En France, on va mettre... C'est 18 mois, c'est ça, non, pour un pylône? Ah non, 24 mois. D'accord. On met 24 mois en France, alors que dans le même temps, en Angleterre, il faut 3 mois, et en Allemagne, il faut 4 mois. Donc si on ne réduit... les normes, en fait. Hein? Il faut simplifier les normes, tout simplement. Non, c'est la procédure. C'est pas une question de normes, c'est une question de procédure. Parce que la procédure prévoit que pendant 3 mois, on va envoyer aux communes les plans pour le raccordement, etc. Pendant 3 mois, la commune peut faire appel. Si elle fait appel, ça part, etc. L'architecte des bâtiments de France est consulté, il a encore 3 mois pour rendre un avis. Ensuite, pendant 6 mois, il faut mettre à disposition pour les raccordements les DICT. Enfin, si vous voulez, mais c'est d'une lenteur. Là, c'est l'intérêt du député, il est là aussi. Ah mais oui, c'est de dire, passons de 24 à 18, voire à 12. Parce que quand on aura les autorisations de pilote, qu'on aura réussi à convaincre qu'il en faut à tel et tel endroit, vous imaginez qu'il faudra encore 24 mois pour que l'appareil fonctionne. Enfin, et donc là, je trouve que c'est un travail un peu chirurgical, de précision, mais qui fait avancer le schmilblick quand même. D'autant que l'Orne est particulièrement concerné. Ah ben oui, bien sûr. Vous aviez évoqué aussi, lors de l'avenue d'Emmanuel Macron à Berduy, vous avez évoqué avec tous les parlementaires ornais la possibilité de créer une start-up rurale au niveau de l'Orne. Enfin, nous l'avons fait avec Véronique Louwagie, puis on y a associé les autres parlementaires, et puis Christophe de Ballor, le président du Conseil d'État. Les représentants En Marche avaient pu aussi évoquer le même projet. Non, disons qu'ils ont copié exactement ce que nous avons proposé. Très bien. Parce que je sais très bien comment est né d'ailleurs le mot start-up rural, et où est-ce qu'il est né. Il est né dans l'hémicycle avec Véronique Louwagie, où nous sommes côte à côte, et c'est nous qui avons porté et inventé cela. Donc, je veux dire, voilà. Je veux bien revendiquer la paternité et Véronique la maternité. On peut imaginer que si tout le monde s'accorde derrière cette idée, peut-être pas le titre. Hein, si, le titre, je le trouve plutôt sympa, quoi. Enfin, de dire, faisons un essai dans un territoire rural pour accélérer les choses et pour voir surtout si on arrive à faire pousser du positif, quoi. C'est ça le mot de start-up. Vous avez pu passer le message auprès de Macron. On sait que vous avez été reçu avec d'autres Normands par Édouard Philippe à Matignon. Ça fait maintenant 2 mois que vous avez pu proposer ça. On en est où aujourd'hui? Est-ce que vous avez des retours positifs? Alors, en fait, on s'est réunis à la préfecture il y a une semaine, donc sous la présidence de Madame le Préfet, qui a été missionnée par l'Élysée, donc par Emmanuel Macron, pour mettre en route cette opération de start-up rurale. D'accord. Alors, bon, moi, à ce jour, j'attends de voir parce que l'État est arrivé avec l'ensemble de ses fonctionnaires, à la fois départementaux et régionaux. Donc on a eu droit, si on peut dire, à vraiment aux grands moyens de l'État, avec d'abord un état des lieux sur les sujets que l'on avait pointés. Donc rapidement, on a été un certain nombre, et je suis monté au créneau pour dire que moi, l'état des lieux, si vous voulez, c'est pas ce qui m'intéressait. Vous connaissez? Parce que l'état des lieux, moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce département et que je suis élu. On le connaît tous par cœur, que ce soit les élus, les parlementaires ou que ce soit Christophe de Ballor. Le département, on le connaît bien quand même. On a le même constat. Qu'est-ce qu'on fait pour Par contre, qu'est-ce qu'on fait pour apporter un plus? Qu'est-ce qu'on fait pour booster un certain nombre de sujets sur lesquels aujourd'hui nous considérons que c'est vital pour l'Orne si on veut se développer? Et donc on en est aujourd'hui dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'il faut que l'État arrive à changer un peu de paradigme et se dise vraiment... L'Orne, on en fait une priorité pour voir un peu, quand on met les moyens à un endroit, est-ce que ça pousse, quoi, hein? C'est ça le mot de start-up. Hein? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à avoir des résultats concrets qui vont faire que le département sera plus attractif, que les habitants seront encore un peu plus épanouis d'y vivre, etc. quoi. Du coup, quand même un bon écho, voilà, le travail est enclenché, vous espérez une deuxième étape. Il est enclenché, moi j'attends de voir, parce qu'après, Mais en tout cas, notre lettre n'est pas restée lettre morte. Donc il y a eu une première prise de contact avec plus qu'une prise de contact, une première réunion. Qui pilote après? C'est l'État qui revient vers Alors le préfet pilote, en fait, là-dedans. C'est votre interlocuteur. C'est notre interlocuteur, puisqu'en fait, Madame le préfet de l'Orne a été chargée directement par l'Élysée de piloter tout ça. Après, on va déployer, j'ai envie de dire, les thématiques les unes après les autres, et puis de voir comment est-ce que l'État, concrètement, va s'engager. Des propositions concrètes de part et d'autre. Exactement. D'ailleurs, on parlait de la téléphonie mobile tout à l'heure, mais ça en fait partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État est en train de faire remonter les besoins des territoires. Moi, ce que j'attends, c'est qu'un département de l'Orne, le département de l'Orne, soit
mieux traitée parce qu'en fait, on a plus de besoins. Et que la téléphonie mobile, pour un département qui veut se développer, qui a une densité qui est peu importante, eh ben, justement, c'est essentiel. Quand on veut rejoindre Tingebray, Afflair et Argentan, si ça coupe 50 fois au téléphone, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, on n'encourage pas trop les déplacements des ornés. Quand je suis dans le train pour aller sur le Paris-Granville et que c'est pas possible de travailler avec une connexion Internet 3G ou 4G, c'est pas non plus possible, quoi. Donc, à un moment donné, c'est là-dessus qu'il faut travailler de manière concrète. Malgré tout, c'est quand même un combat difficile, puisque vous êtes intervenu plusieurs fois depuis votre élection. On pense aux 80 km/h, vous avez rédigé une proposition de loi qui n'a jamais été examinée. Ah, détrompez-vous. D'accord, on va en parler tout de suite. Ouais. Vous avez aussi interpellé Nicolas Hulot sur les contrôles techniques, l'évolution des contrôles techniques, où vous avez reçu une lettre, mais finalement, voilà, c'était plus un... Oui, c'était plus... Je ne vais pas résumer ça de la communication, puisque ce n'était pas votre but, mais voilà, ça n'a pu aboutir. Et vous êtes aussi intervenu sur l'avenir des tribunaux. Ouais, ça par contre, on a remporté la partie là-dessus. Où vous avez eu un écho, effectivement. Oui. Vous n'avez pas l'impression, parfois, de prêcher dans le désert? De vraiment avoir un poids? Ah, je pense quand même qu'on a un poids, Dieu merci. Enfin... Mais vous, dans l'opposition, député... Est-ce que vous croyez que d'être dans la majorité au milieu de 380 députés, vous avez du poids? Je ne suis pas sûr que vous en ayez plus. Parce qu'aujourd'hui, les députés de la majorité, on le voit, sont quand même un peu bâillonnés, finalement. Alors que, finalement, quand vous êtes dans l'opposition, surtout dans une opposition, comment vous dire, bienveillante, quoi. J'ai envie de dire, on peut quand même faire passer les messages. Et moi, le groupe Les Républicains ne me valide pas mes amendements avant que je les dépose. Ou ne valide pas ma parole avant que je puisse m'exprimer, quoi. Justement, vous êtes toujours en équilibre, du coup, entre votre propre groupe. Ouais, mais ça me va bien. Vous faites confiance malgré tout sur le domaine agricole. Et pouvoir utiliser... ma liberté de parole. D'accord. Ouais. Et je trouve ça... Vous devez beaucoup avoir recours aux huissiers pour passer les petits messages dans l'hémicycle, j'imagine. Non, mais le député, il a quand même il a un poids de par nos institutions, quand même. Quand on interpelle un ministre sur des sujets précis, alors bon, il y a des questions écrites, donc vous faites référence à Nicolas Hulot. Sur le contrôle technique, c'est sûr que c'est pas une question écrite qui va changer la face du monde, ni la façon que Hulot... Mais c'est une question de principe aussi. Ouais. Et les 80 km/h, c'est pareil. Je veux dire, je ne fais que remonter aussi ce que nos concitoyens ressentent chaque jour sur ce sujet, quoi. Et donc, moi, je pense que je ne le ferai pas, je ne ferai pas mon job. Même si je sais que c'est vain. J'ai déposé une proposition de loi, je savais très bien qu'elle ne serait pas reprise. Le seul truc, c'est que quand même, ça apporte aussi, à un moment donné, comment vous dire, peut-être au gouvernement, une éventuelle solution de repli. J'ai quand même entendu le président de la République qui, sans reculer, mais quand même a dit, si on voit que dans 2 ans, ça ne marche pas, eh bien, on reculera. Donc, je veux dire, ce sont ces actions des uns et des autres, mises bout à bout, qui, à un moment donné, font quand même bouger un peu les lignes. D'autant que cette proposition de loi, si elle n'est pas étudiée, examinée à l'Assemblée nationale, le Sénat semble... Alors le Sénat l'a reprise un petit peu, en fait, dans la philosophie, et le groupe Les Républicains en a réécrit une en reprenant la mienne, et ils l'ont remaniée avec celle d'un autre député Les Républicains. Et donc elle va être examinée d'ailleurs, je crois, de mémoire le 21 juin, je crois. D'accord. Alors elle est inscrite à l'ordre du jour. Vous avez aussi actif, alors je reviens à la fameuse communication, vous avez voulu faire de la pédagogie, vous avez créé votre propre chaîne de télévision, vous avez aperçu sur les terrains de rugby aussi avec vos collègues de l'Assemblée nationale. C'est un passage obligé ça pour justement pouvoir se faire connaître, pouvoir se démarquer des autres et pouvoir après mener avoir des soutiens en tout cas auprès des autres? Vous parlez de quoi là alors? De tout. De la web télé ou alors du rugby? La web télé, c'est de la non, mais la web télé, la web télé, c'est mon idée de la web télé, c'est de transmettre des messages et de la pédagogie rapide, un peu décalée, simple, sans trop aller dans des trucs trop précis, et qui puisse s'adresser un peu à tout le monde. Quand on veut regarder rapido, 1 minute ou 2, voilà.
Vos collègues, certains vous ont copié ou Ouais, il y en a qui commencent à le faire, c'est vrai. Vous étiez le premier à le faire ou... Je sais pas. Oui, à ma connaissance, oui, mais après, bon, qu'importe. Mais je pense qu'il faut avoir plusieurs moyens de communication. J'essaye de marier tout ça pour s'adresser aux gens qui connaissent un peu plus le sujet, s'adresser au grand public, s'adresser à celui qui, juste des fois, chope quelques petites choses comme ça, quoi. Et l'équipe de rugby? Ah non, mais l'équipe de rugby, c'est pas du tout un passage obligé. C'est que moi, je trouvais ça plutôt sympa de pratiquer un sport que j'ai très peu pratiqué, d'ailleurs que j'ai pas pratiqué du tout d'ailleurs, sinon au lycée, mais avec des députés de toutes les tendances, avec de tous les bords. Puis il y a un côté vraiment convivial et chaleureux, quoi. Moi j'aime bien cette ambiance de rugby. Ouais, non mais vraiment où c'est finalement on juge pas les autres, on s'amuse. Et puis ça permet. Non mais oui, et puis ça permet quand même aussi de, comment vous dire, oui, d'avoir à un certain moment aussi des conversations avec des députés d'autres tendances dans un cadre moins strict que l'Assemblée. Bon, voilà, je trouve que c'est plutôt positif dans notre travail parlementaire, à mon avis. Je dis pas que c'est indispensable, obligatoire, hein, parce qu'il y en a plein qui jouent pas au rugby, puis il y en a plein qui sont pas parce qu'il y a aussi une équipe de foot. Aussi, hein, voilà. Mais quand même, ça crée un lien qui est pas inintéressant, quoi, je trouve. Donc la première année se termine, il reste encore 4 ans. Comment on envisage les choses maintenant? Quels vont être vos axes de travail? La même méthode ou Je m'adapterai, mais oui, je pense qu'il faut continuer à travailler. Moi, vraiment, j'ai à cœur d'être à la fois présent à Paris et puis d'être présent dans l'Orne. Et donc ça, vraiment, j'essaye d'avoir cet équilibre qui permet de garder les pieds sur terre, qui permet de rester au contact des habitants, qui me permet aussi d'être présent sur toute la circonscription. J'essaye de faire des permanences dans tous les chefs-lieux de canton. Vous rencontrez beaucoup de gens sur les permanences? Ah oui. Pas sur les c'est énorme. Ouais. Oui, et ça, j'essaye vraiment, parce que le député, il est là pour ça aussi, c'est-à-dire pour avoir ce dialogue sur d'ailleurs des sujets nationaux, mais qui sont aussi sur des sujets très personnels que les gens veulent m'exposer parce que si je peux aider à donner un petit coup de main sur tel ou tel dossier, etc. Ça existe encore, ça, beaucoup. Énormément. J'ai beaucoup de demandes. Beaucoup. Donc ça, vraiment, j'essaye d'être présent, de faire ces permanences sur toute la circonscription, d'être présent aussi sur les gros dossiers. Donc ça, il y en a un certain nombre, les dossiers économiques,